Elle était reporter de guerre en ex-Yougoslavie. Elle est aujourd'hui à la tête du master communication, humanitaire, solidarité à l'université Lyon 2. C'est Dana Popescu-Jourdi que nous recevons dans l'émission Regard pour décortiquer les campagnes de communication des ONG et nous parler du paradigme de la solidarité. Dana Popescu-Jourdi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc vous êtes maître de conférences en sciences de communication et de l'information depuis 2007. Vous avez théorisé aussi dans votre travail un modèle que vous appelez le paradigme de la solidarité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept ? Alors, dans un premier temps, si on part du paradigme de la solidarité, il faut poser une chose et dire que la solidarité aujourd'hui, dans nos sociétés sécularisées, c'est un grand récit. Un grand récit qui a comme fonction de nous donner du sens, de justifier nos actions et de légitimer nos actions également. Donc, une fois cela dit, la solidarité comme grand récit, après on se pose la question, qu'est-ce que cela fait en termes de communication? Qu'est-ce que cela change dans le fonctionnement des discours dans l'espace public? Et notamment avec le discours des ONG. Et dans ce cadre-là, on va dire que le paradigme de la solidarité, il est basé sur 4 éléments. C'est-à-dire le discours qui se développe autour d'un projet de solidarité va en même temps représenter une définition de sa propre identité de l'organisation. Deuxièmement, le paradigme de la solidarité va définir l'engagement de l'institution avec ses valeurs et puis du coup sa légitimité d'action. Très bien, donc identité, engagement. Identité, engagement. Ensuite, il s'agit également de parler d'une cause. Et là, c'est intéressant parce que dans cette perspective-là, l'ONG va parler presque comme un journaliste, parce qu'elle va informer le public sur une situation précise, sur une cause, sur un pays, sur une région, sur une population. Donc un enjeu d'information et d'éducation. Exactement. Et puis finalement, un enjeu de médiation, parce que le projet de solidarité, c'est toujours un projet multi-acteurs. Et du coup, autour de ce projet-là, il y aura plusieurs acteurs avec plusieurs identités qui vont former un tout autour du discours sur le projet respectif. Ok. Et donc, ce paradigme de la solidarité, est-ce qu'on peut l'utiliser comme une grille de lecture pour évaluer la pertinence d'une campagne de communication ? Oui, je pense que oui, dans le sens où le paradigme de la solidarité va reparamétrer des pratiques et des actions de communication. La communication des ONG a ses spécificités, comme par exemple les campagnes de sensibilisation ou le plaidoyer plus récemment. On va l'aborder juste après. Alors, j'ai là 2 exemples de campagnes de communication d'action contre la faim, que je voulais vous montrer, afin que vous puissiez commenter ces images. Donc j'en ai une de 1993 pour la comparer avec une de 2019. Et je voulais en fait, voilà, que si vous pouvez me commenter ces images, peut-être avec cette grille de lecture que vous venez de détailler. L'image, elle est très importante. C'est un vecteur de communication solidaire très important pour les ONG. Et comme vous le voyez, on se trouve dans 2 périodes différentes. Les années 90 et les années 2020 presque. Et donc, il y a une évolution évidente. Dans le contexte des années 90, nous sommes en plein boom de l'humanitaire spectacle. Et on découvre également que l'émotion, à outrance, va rapporter des sous, va augmenter le nombre de dons, de donations, de collectes de fonds. Et on est dans les années 90 avec des échecs dans ce type de communication parce que cette campagne-là, notamment avec 100 francs plus tard, a fait beaucoup de critiques, donc a été sujette à des critiques nombreuses.
aussi bien en externe, mais notamment en interne. Parce que ce qu'il faut savoir sur les campagnes de communication des ONG, c'est que si on n'a pas une cohérence entre les valeurs vécues, perçues à l'intérieur de l'organisation et les valeurs qu'on souhaite communiquer à l'extérieur, cela peut provoquer des crises avec perte des bénévoles, avec disconfort de ce côté-là. Et ça a été le cas de cette campagne-là. Bien sûr que dans les années 2020, tout cela a été intégré dans la stratégie de communication et on voit une campagne qui est toujours axée sur l'émotionnel. Dès que nous avons un enfant sur une image, ça provoque de l'émotion, mais elle est beaucoup plus soft et elle est beaucoup plus axée aussi sur le développement par rapport à la première campagne, celle de 90, qui est plus axée sur l'action d'urgence. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces commentaires. Le petit examen. C'est parfait. Je vais vous soumettre un autre exercice. Je vais vous faire écouter un extrait audio et je vais vous demander en fait, à votre avis, qu'est-ce que c'est cet extrait, qu'est-ce qu'on entend dans cet extrait-là. C'est le tsunami. Alors, du coup, à votre avis? C'est le tsunami. Alors, ce n'est pas un tsunami à proprement parler. En fait, c'est différents sons de catastrophes climatiques et notamment de fonte de glaciers. Et c'est une campagne qui a été faite également par Action contre la faim, donc cette fois en 2021. Je vous montre l'affiche. Quand la terre gronde, des millions de ventres grondent aussi. En fait, c'est un son qui a été diffusé dans Paris de manière très forte, un matin en mai 2021. Et ça a beaucoup surpris les personnes dans la rue. Et en fait, à midi, l'ONG a annoncé que c'était plein de fonte de glaciers et qu'ils ont essayé avec un sound design de recréer un ventre qui gronde pour lier en fait les enjeux climatiques à également la famine en fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Du coup, là, on est à 2 ans d'écart entre 2019 et 2021. Qu'est-ce que vous voyez là dans cette campagne que vous pourriez commenter? Donc, tout d'abord, on voit l'évolution et on voit également quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire le fait que la communication des ONG, c'est un vrai laboratoire d'innovation en termes de pratiques de communication. Et ce fait est très important parce qu'aujourd'hui, si au début, les ONG regardaient dans le jardin des entreprises pour copier la communication, aujourd'hui, c'est l'inverse parce que les ONG ont développé cette capacité d'innovation. Et nous nous retrouvons ici devant une tendance qui est très intéressante en termes de communication, l'utilisation du son, avec un trame de fond, toutes les notions de sémiotique du son. Donc de comment créer du sens à partir du son. Ce sont des techniques qui sont également utilisées, par exemple, dans le marketing, dans le domaine de l'automobile. Un exemple très simple, le bruit de la portière d'une voiture. Il y a un bruit de luxe où on n'entend presque pas le son. Vous voyez, donc on utilise le son de plus en plus pour créer cette impression. Le son, c'est un sens. Lui, c'est un sens qui est très, très fort de point de vue émotionnel. Donc, on est dans la continuité en même temps de ce travail sur l'émotion dans la communication humanitaire. Très bien, et en faisant aussi réagir un petit peu la surprise. Tout à fait. En même temps, la surprise et l'empathie des personnes par rapport à ces famines qui sont liées au réchauffement climatique, en partie. Donc, vous venez de le dire, certaines ONG ou associations, en se professionnalisant, adoptent de plus en plus des méthodes efficaces du marketing pour convaincre les gens de se rallier à leur cause. Y a-t-il des risques à utiliser de tels procédés? Et est-ce que vous avez des exemples concrets? Le risque, nous avons déjà évoqué le risque d'être en dissonance avec l'image que les salariés ou les bénévoles d'une ONG se font par rapport à ce qui est exprimé dans la communication externe.
Ça, c'est un premier risque. Et ça s'est déjà arrivé dans des campagnes qui ont utilisé des ambassadeurs qui avaient auparavant une image trop éloignée des valeurs de l'organisation. Et donc, ce mélange, cette médiation dont on parlait tout à l'heure entre des personnalités comme Adriana Carambeu, par exemple, avec une cause humanitaire, ça peut créer la surprise, ça peut créer un effet positif à court terme, mais qui peut créer également des effets négatifs en termes de légitimité de l'organisation à moyen et à long terme. Très bien, merci. À l'inverse, il y a aussi de plus en plus des entreprises lucratives qui s'emparent des discours solidaires dans leur campagne marketing pour créer plus d'adhésion à leur marque. Donc j'ai l'exemple là de Levi's. Aujourd'hui, on peut voir sur leur site web cette phrase « Building a better, more sustainable future ». Donc vraiment un gros focus sur le fait de produire des vêtements plus éthiques d'un point de vue et plus durable. Qu'est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de communication? Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, on observe, on constate cette hybridation des formes de communication, des modèles de communication, des paradigmes qui sont utilisés entre le paradigme solidaire et le paradigme de la réussite et de la compétence d'une société aux compétences commerciales. Les choses se rapprochent et ça c'est le constat. Après, bien sûr que c'est toujours difficile parce qu'il s'agit ici finalement de se poser la question, quelle est du coup la spécificité? Est-ce que la spécificité dont on parlait tout à l'heure des ONG, campagne de sensibilisation, reste aussi forte qu'auparavant? Et là, il est évident qu'il y a du grignotage de la part des entreprises dans ce domaine-là. Et donc l'entreprise elle-même, elle s'affirme comme acteur social de plus en plus. Elle crée également le consommateur, c'est le consommateur qui est en même temps acteur de son acte d'achat. Mais il peut y avoir aussi du coup des dérives, notamment du purpose washing ou du social washing, dans le cas donc de Levi's, qui ont fait une grande campagne donc, sur le fait d'utiliser moins d'eau, d'avoir des produits éthiques. Voilà, il y a des organismes qui ont regardé un petit peu plus près et qui se sont rendus compte que c'était pas si éthique que ça et en fait les labels n'étaient pas assez précis. Oui. Et donc là, comment faire pour éviter ce purpose washing et en tant que citoyen peut-être arriver à lire entre les lignes? Tout d'abord, l'information. L'information et vérification de la cohérence entre action de l'entreprise et sa communication. Parce que là, la confiance, elle peut être rompue par un écart trop important entre ce que l'acteur fait et ce que l'acteur dit. C'est comme dans la communication politique, c'est la même chose. Donc, c'est important qu'on soit dans notre qualité de conso-acteur, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est aussi d'avoir un peu de compétences journalistes et de vérifier ce qui se passe et de bien décoder ce discours-là. Oui, et peut-être avoir un regard critique dans le sens acheter durable, mais ça reste acheter quand même. Exactement. Et donc, on peut questionner aussi le modèle de société dans lequel on est, où on nous invite à acheter plus de produits, sachant que ça affecte quand même la planète. Exactement, exactement. Et vous parliez du plaidoyer tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer en quoi le plaidoyer est spécifique à la communication des ONG? Donc vous remarquez que nous avons déjà au niveau du vocabulaire une différence entre le lobbying et le plaidoyer. En anglais, on a aussi le mot advocacy, qui est la traduction du plaidoyer. Pourquoi cette différence-là? Justement pour mettre en évidence une différence fondamentale, parce que si le lobby va être la tentative des groupes d'intérêt
de changer une réglementation, une législation dans leur faveur, le plaidoyer va mettre en place à peu près les mêmes pratiques d'influence des décideurs politiques, d'argumentation et d'information, mais tout en défendant un intérêt qui peut être défini comme plus général. Donc un intérêt pour une catégorie de population plus large qu'un intérêt privé de l'entreprise. Ok, un intérêt de bien commun du coup. Voilà. Très bien. Eh bien voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous pour votre invitation.